m'arrête pendant 10 secondes, c'est sans doute que je suis parti me moucher et couper mon micro histoire de pas vous importuner. Bon, bah écoutez, je vais commencer donc. Je suis effectivement Michael Rera, DR CNRS au sein de l'unité de biologie fonctionnelle et adaptative au sein de l'université Paris-Cité. Et j'étudie donc le vieillissement principalement en utilisant la drosophile et grâce à dans le cadre d'un modèle que j'ai développé depuis une quinzaine d'années. Mais je vais tout d'abord commencer par si ça, voilà. Commencer par une question un peu basique, qui est de savoir comment nous définissons le vieillissement. Et au fil des années et de mes réflexions en me basant sur mon modèle, j'ai quand même pu remarquer que globalement, notre définition du vieillissement est fortement imprégnée par notre perception du vieillissement, notamment comme étant un phénomène continu et progressif qui affecte les individus à mesure que le temps passe. Et ici, vous avez un bon exemple avec cette première page de résultats Google pour la recherche Human Aging. Et on voit bien, vous voyez mon curseur ou pas du tout? Oui, oui. Ouais, d'accord. Donc on voit bien cette notion de changement progressif ici, avec cet homme qui progressivement perd ses cheveux, accumule des rides et d'autres problèmes. On l'a ici avec cette notion de perte de mobilité au cours du temps et tout un tas d'autres problèmes. En bas à gauche ici, cette représentation de la neurodégénérescence. Et effectivement, la définition de travail du vieillissement peut être résumée à celle-ci, qui est une citation du manuscrit sur les marqueurs de vieillissement de Lopez-Otin en 2013, qui définit le vieillissement comme étant un déclin fonctionnel qui est lié au temps et qui affecte la plupart des organismes vivants, modulo des spécificités euh, propres à chaque organisme, et qui entraîne une altération des fonctions qui conduit de manière ultime à une vulnérabilité accrue à la mort des individus. Et en se basant sur ce type de définition, ont été définis donc il y a une dizaine d'années ces fameuses hallmarks of aging, euh, qui initialement étaient au nombre de 9, maintenant un petit peu plus, et qui sont donc tout un ensemble de modifications physiologiques et moléculaires qui accompagnent et ou sont responsables en partie du vieillissement. La façon dont on étudie le vieillissement classiquement au cours dans le laboratoire est représentée donc ici par cette courbe de survie d'une population de drosophiles femelles, où l'on voit donc au temps zéro la population d'individus synchronisés. Donc on travaille sur des individus qui sont très très homogènes génétiquement. Globalement, on est à 90% de taux de consanguinité. Et donc, on a tous nos individus qui sont nés au même moment. On a une première phase de plateau de survie où les individus sont en bonne santé et tout se passe bien. Puis, on commence à avoir des morts dans la population. On atteint notre T50, là, l'espérance de vie de la population, et puis on voit les individus les plus âgés ici. Et globalement, la façon dont on étudie le vieillissement consiste à prendre des groupes d'individus à différents âges, regarder les critères qui nous intéressent et ce qui change sont potentiellement des marqueurs de vieillissement et peuvent aussi être des causes de ce vieillissement. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une hypothèse tacite qui est que les individus que l'on prend à un âge chronologique donné sont tous équivalents biologiquement,
que ce sont des réplicas biologiques. Or, ce que l'on voit sur ce graphe ici, c'est que bien que ces individus soient très homogènes sur le plan génétique, on a des individus qui meurent à partir de 20 jours, alors que d'autres vont leur survivre une trentaine de jours. Donc en fait, on voit que on a quand même une variabilité interindividuelle sur laquelle je reviendrai après. Donc si l'on étudie différents phénomènes biologiques en suivant cette approche, on observe effectivement des changements continus et progressifs. Ici, vous voyez un Northern Blot qui a été publié dans un papier de John Tower à la fin des années 90, où ils ont quantifié l'expression d'un marqueur d'inflammation chez la drosophile. Donc, ce sont des petits peptides qu'on appelle des peptides antimicrobiens. Et on voit que d'individus jeunes, donc à jour 10, jusqu'à des individus âgés à jour 60, on a une augmentation progressive et continue de l'expression de ces marqueurs inflammatoires. Même chose si on regarde l'activité motrice. Donc ici, pour la drosophile, typiquement, c'est une expérience de géotaxie négative. Donc ce qu'on fait, c'est que on place des groupes d'individus dans des tubes, on tape les tubes tous en même temps sur la table, et elles ont le réflexe de remonter vers le haut du tube. Et donc on mesure la quantité, la distance parcourue dans un laps de temps donné. Et on voit que sur la gauche du graphe, on a des individus jeunes donc qui sont plus actifs que des individus sur la droite du graphe. Euh, donc on a une perte d'activité motrice au cours du temps et encore une fois ici de façon euh, continue et progressive. Et en fait tout ce qu'on regarde de cette façon, en fonction du temps chronologique, se comporte de la même façon. Euh, Ici, j'ai représenté donc sur ce graphe le logarithme de la mortalité des individus en fonction du temps. Donc cette mortalité, c'est la dérivée de la fonction de survie qui est représentée en haut. Et donc encore une fois, on voit cette augmentation progressive et continue au cours du temps. Donc tout ça, c'est vrai si on regarde le vieillissement en fonction de l'âge calendaire des individus, et donc en considérant que ces changements sont continus et progressifs en fonction du temps. Et je vais vous présenter là maintenant donc ce qu'on développe dans le labo et qui a une vision du vieillissement comme étant en fait un phénomène discontinu. Et ça a été permis par un phénotype que j'ai décrit en 2011, euh, qui en fait permet une évaluation in vivo de l'intégrité de la fonction barrière de l'intestin en se basant sur un colorant alimentaire non toxique et non absorbé, c'est un colorant bleu. Et donc, quand on nourrit les individus avec ce colorant bleu, normalement, la coloration est restreinte au tractus digestif, comme vous voyez sur la mouche de gauche, là, où on voit ici le bleu dans le proboscis et dans l'intestin par transparence de la cuticule. Et j'ai nommé phénotype Smurf, donc, pour des raisons évidentes, puisque les individus viennent tout bleus, ce phénotype de coloration étendue de l'individu que j'ai interprété comme étant euh, une marque d'une perte de la périodicité contrôlée de l'intestin. Donc, ce que j'ai commencé par décrire, ça a été l'évolution de l'incidence de ce phénotype au cours du temps. Vous voyez sur la gauche, encore une fois, une courbe de survie de notre population. On a deux courbes ici pour montrer la non-toxicité de l'apport de bleu dans la nourriture. Et donc, tous les 5 à 7 jours, les mouches sont transférées sur de la nourriture contenant ce colorant bleu et on compte le nombre d'individus qui deviennent intégralement bleus, Smurf, et on calcule la proportion de ces individus sur la population totale, dans la population vivant sur, pardon, qui survit encore dans la population. Et donc ce qu'on voit, c'est que d'un âge jeune, ici 10 jours, où on a une très faible proportion de Smurf, on a une augmentation de cette proportion au fil du temps.
Donc ça signifie que notre phénotype de perméabilité intestinale euh, est lié à l'âge des individus. La question suivante, c'est est-ce que ça apparaît à un taux constant, quel que soit l'âge des individus, ou est-ce que ça reflète l'âge physiologique des individus? Donc pour ça, j'ai fait la même expérience, cette fois-ci entre deux populations de laboratoire, pour des populations ayant des espérances de vie différentes. Donc on a les White 11-18 là à gauche, qui ont une espérance de vie d'environ 30 jours, et les White Downy à droite, qui ont une espérance de vie de 50 jours. Et ce qu'on voit, c'est que la vitesse à laquelle les Smurfs apparaissent dans ces deux populations est fonction de l'espérance de vie de la dite population, avec pour la population qui a la durée de vie la plus courte, l'accroissement de la proportion de Smurfs qui est la plus importante. Donc ça signifie que la vitesse à laquelle les Smurfs apparaissent dans notre population reflète l'âge biologique ou physiologique de nos individus. La question qui venait ensuite était de savoir si tout le monde passe par cette phase-là ou si ça n'affecte une petite proportion d'individus au cours du temps. Et donc pour ça, j'ai réalisé cette manip ici où on a un peu plus d'un millier de mouches femelles qui ont été maintenues toute leur vie individuellement dans des tubes sur du milieu contenant du colorant bleu à partir de 11 jours d'âge. Et les mouches sont vérifiées toutes les 24 heures pour leur état de survie, de mort ou leur état Smurf. Donc ce que vous voyez, chaque ligne, c'est l'histoire de vie d'un individu. Quand la ligne devient bleue, ça signifie que l'individu a été scoré Smurf. Et ce que l'on voit, c'est que tous les individus passent par l'état Smurf avant de mourir. Simplement, chaque individu a un temps de passage qui est propre et reste Smurf pour un temps qui lui est propre également. Donc avec ça, ce qu'on a proposé, c'est un modèle de vieillissement en deux phases où au lieu d'avoir à chaque âge chronologique une population d'individus qui sont biologiquement équivalents, on peut en fait identifier deux sous-populations d'individus, une population d'individus non Smurf pour laquelle on sait que le risque de devenir Smurf croît avec l'avancement de l'âge, et une sous-population d'individus Smurf dont on sait que euh, la proportion croît avec l'âge et que ces individus vont mourir. La question suivante était de savoir ce qu'il advient de ces marqueurs de vieillissement dans ces deux sous-catégories d'individus. Donc, je vais commencer d'abord par regarder ces marqueurs d'inflammation systémique que je vous ai montré plus tôt. Donc ici, ce sont les mêmes peptides antimicrobiens, mais dont on quantifie les ARNM par PCR cette fois-ci. Et vous voyez là sur l'histogramme le niveau d'expression de ces ARN messagers à trois âges distincts correspondant aux trois âges qui sont représentés ici. Donc le début de la mise en place de la mortalité dans la population, le temps de demi-vie et un âge avancé. Et on voit qu'il n'y a pas d'augmentation de l'expression de ces marqueurs inflammatoires chez les individus non Smurf. Par contre, si on regarde cette fois-ci leur niveau d'expression chez les individus Smurf, on voit que quel que soit l'âge des individus, on a une induction euh, abrupte et significative par rapport aux non-Smurfs de même âge. Donc cela signifie que ces marqueurs inflammatoires ne sont pas affectés par le temps qui passe, mais par l'état physiologique d'être Smurf plutôt que non-Smurf. Si l'on regarde cette fois-ci la motilité, donc là le test est un peu différent de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a des individus qui sont placés individuellement dans des petites boîtes de pétri avec de la nourriture sur le fond et on enregistre pendant 2 heures leur mouvement spontané. Et on voit ici chez des non-smurfs jeunes en haut et âgés en bas qu'il n'y a pas de diminution de l'activité spontanée à mesure que les individus vieillissent. Par contre, si on regarde ce qui se passe en comparant avec des individus smurfs, on voit que pour les catégories d'âge qui correspondent, on a une diminution significative de l'activité chez les smurfs par rapport aux individus non smurfs. Même chose si on regarde la mortalité. Donc là, l'idée était de prendre une grosse population d'individus, à la fin du plateau de survie, isoler les Smurfs du reste de la population et regarder leur survie restante. Et on voit bien sur le graphe de gauche
que la durée de vie restante des individus Smurf est significativement euh, réduite par rapport à celle des individus Smurf de même âge, non Smurf de même âge, pardon. Et le plus intéressant est représenté sur le graphe de droite, c'est-à-dire que si l'on fait ce test-là à différents âges, on s'aperçoit que la durée de vie restante des individus Smurf est toujours significativement réduite par rapport à celle des individus non Smurf de même âge et quasiment constante, quel que soit l'âge à la transition. Donc le taux de mortalité des individus ne croît pas exponentiellement avec le temps, il est en fait constant dans une proportion croissante d'individus à mesure que la population vieillit. Donc grâce à ça, on a proposé un nouveau cadre théorique qui nous permet donc de passer du cadre classique, cette espèce de boîte noire, où de la naissance des individus jusqu'à leur mort, on a un ensemble de changements progressifs et continus, vers ce modèle de vieillissement en deux phases consécutives, séparées par une transition abrupte qu'on peut détecter par cette mesure de perméabilité intestinale, et ce qui nous permet donc de passer d'une vision purement chronologique du vieillissement à une vision biologique, puisqu'on a accès, quel que soit l'âge des individus, à leur état de santé et à leur risque de mort euh, prochaine, de cause naturelle. Et jusque-là, ce que je vous ai montré, donc ça nous a permis de passer d'une vision population centrée où des marqueurs de vieillissement semblaient être affectés de manière continue et progressive chez l'ensemble des individus à mesure que le temps passe, vers une vision individu centrée où ce que l'on a montré, c'est que ces marqueurs sont en fait affectés de manière abrupte dans une proportion croissante d'individus. Donc avec ça, pardon, la question suivante a été de savoir si l'on pouvait réinterpréter les, euh, les résultats précédemment décrits. Donc depuis une vingtaine d'années, il y a eu tout un tas de descriptions de changements transcriptionnels liés au vieillissement. Et on s'est dit qu'on allait regarder donc l'évolution du transcriptome, soit euh, au cours du temps chez des individus non Smurf, pour essayer de comprendre quels sont les changements d'expression génique qui sont liés à l'augmentation liée à l'âge du risque de devenir Smurf, et aussi, en regardant les changements spécifiques des Smurfs comparés aux non-Smurfs, d'essayer de comprendre quels sont les changements d'expression de gènes qui sont liés à l'augmentation du risque de mort naturel qu'on observe chez les Smurfs et à l'ensemble des phénotypes associés. Donc ça a été le travail de thèse de Flaming et Zané, qui a donc quantifié la signature transcriptionnelle des individus Smurfs et non-Smurfs en fonction de l'âge dans des individus entiers en regardant les changements d'expression de gènes au niveau des ARN totaux. Donc pour ça, on a généré 32 échantillons qui sont répartis en trois classes d'âge, et pour chaque classe d'âge, des individus non Smurf et Smurf. Et ici, vous avez une représentation donc d'analyse en composantes principales de ces 32 échantillons. Donc si vous savez pas ce que c'est une analyse en composantes principales, on a 32 échantillons, 15 000 gènes quantifiés par échantillon, donc on a un tableau en très très grande dimension. C'est une méthode statistique qui permet de réduire cette dimensionnalité en identifiant euh, les composantes sur lesquelles on a une covariance entre échantillons. Et donc ici, on voit deux composantes principales qui, à elles deux, représentent plus de la moitié de la variance identifiée dans les échantillons. Et on voit sur la PC1 ici, qui explique quasiment la moitié de la variance de nos échantillons, que cette PC1 sépare presque parfaitement les échantillons Smurf en bleu des échantillons non Smurf en rouge, alors que la seconde composante principale, qui représente à peu près un tiers de la première, semble, elle, permettre de séparer les échantillons non Smurf en fonction de leur âge, avec ici les échantillons jeunes, les échantillons de midlife et ici les âges avancés. Donc, en incluant en séparant les Smurfs dans notre schéma expérimental, ça nous permet d'identifier deux composantes différentes des changements transcriptionnels. D'une part, ce qui est purement lié à l'état physiologique Smurf,
et d'autre part, ce qui est l'effet du passage du temps en fait sur le transcriptome. Ce que l'on voit aussi, c'est que les échantillons d'âge avancé, là, 40 jours, sont moins bien séparés entre Smurf et non-Smurf. Et ça, en fait, ça peut s'expliquer assez facilement en regardant le nombre de gènes qui sont différentiellement exprimés entre Smurf et non-Smurf à différents âges. Et on voit que plus l'âge avance, moins on voit de différence. Donc ceci peut être interprété de la façon suivante. À mesure qu'un individu vieillit, son transcriptome devient de plus en plus proche de l'état Smurf, bien qu'il ne soit pas encore devenu Smurf. Le plus intéressant a été de regarder ce qui se passe au niveau de ces marqueurs de vieillissement, les hallmarks of aging dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pour essayer d'être vraiment quantitatif, on n'a pas regardé les 15 hallmarks of aging, mais on a regardé les 6 hallmarks transcriptionnels du vieillissement qui ont été publiés en 2018. Et ce que l'on voit, c'est que sur les 3000 gènes qui sont différentiellement exprimés entre Smurf et non-Smurf, euh, on a en fait, on retrouve les 6 marqueurs transcriptionnels du vieillissement, euh, principalement chez les Smurfs. On les détecte pas du tout chez les non-Smurfs. Donc ça nous permet, nous, de proposer que en fait, ces hallmarks of aging sont plus des marqueurs de l'état physiologique Smurf que de l'état, que du fait de vieillir. Et on retrouve notamment la respiration mitochondriale, ou des réponses au stress qui sont en fait très très affectées chez les Smurfs comparé aux non-Smurfs, mais qu'on ne voit pas chez les vieux non-Smurfs comparé aux jeunes non-Smurfs. On peut du coup se demander ce qui se passe chez les non-Smurfs à mesure qu'ils vieillissent. Et donc on a essayé de quantifier le bruit, on s'est intéressé au bruit d'expression de gènes qu'on a approximé par la mesure suivante. Donc entre nos réplicas biologiques, pour chacun des gènes quantifiés, on a calculé donc la déviation standard de leur expression, normalisée par l'expression moyenne du divienne. Et on l'a fait donc pour les 16 000 gènes qu'on identifie. Et ce que l'on voit, c'est que euh, de, des échantillons, enfin des mouches jeunes en jaune jusqu'aux mouches plus âgées en orange foncé, on a en fait un décalage vers la droite de la médiane de cette distribution, avec en fait un doublement de la valeur de cet index, ce qui signifie donc que plus un individu vieillit en tant que non-Smurf, plus la variabilité interindividuelle d'expression de gènes augmente. Et donc on a résumé tout ça dans un papier qui a été publié en 2023, où on montre donc que dans la phase 1, pour les non-Smurfs, on a cette augmentation liée au temps du bruit d'expression génique jusqu'à ce que, sans doute, on atteigne une valeur seuil qui, là, déclenche une transition Smurf et on se retrouve donc avec des individus qui présentent l'intégralité de ce qui a été décrit jusqu'à maintenant comme étant des marqueurs du vieillissement et qui sont les seuls individus qui meurent dans la population. Donc on s'est posé la question ensuite de savoir est-ce que si l'on cible des gènes qui semblent être responsables de cette transition Smurf, on peut augmenter la durée de vie au moins en bonne santé de nos individus. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de cibler des gènes qui semblent être impliqués dans la transition de la phase 1 à la phase 2. Pourquoi? Parce que la phase 2, on a 20% du génome qui se retrouve différentiellement exprimé, euh, avec des individus qui ont une durée de vie extrêmement réduite. Donc on pense que quand on est devenu Smurf, il est déjà trop tard. Et second point, on a publié en 2015 un modèle où on montrait à partir de données expérimentales que si l'on regarde des populations avec des durées de vie significativement différentes, ici des populations qui vivent de 30 à 60 jours, en fait la durée de vie restante des individus Smurfs provenant de ces différentes populations est quasiment constante à environ 2,5 jours. Donc toute la plasticité de l'espérance de vie et de la longévité semble être concentrée dans la phase 1 et pas dans la phase Smurf de la vie des individus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a inféré l'identification de régulateurs potentiels
des gènes, enfin des signatures transcriptionnelles identifiées chez les Smurfs en utilisant le logiciel ICS Target qui interroge donc qui recherche des séquences régulatrices communes dans des sets de gènes donnés. Et on a identifié 17 gènes dont on a modulé l'expression chez nos mouches. Donc l'avantage de la mouche, c'est qu'on a plein d'outils génétiques. On a notamment cet outil GAL4 Gene Switch qui nous permet en fait, en croisant des femelles exprimant euh, le facteur de transcription gene switch sous contrôle d'un promoteur ici ubiquitaire d'autorless, en croisant ces femelles avec des mâles qui possèdent des transgènes soit permettant la surexpression de gènes spécifiques, soit l'expression de construction d'ARN interférence, de moduler l'expression d'un gène cible dans la descendance, et ce de manière inductible. Donc la F1 se retrouve avec la construction driver ici d'Autorless Gene Switch, ainsi que notre transgène d'intérêt. Et en fonction de la quantité d'une drogue, donc le RU486 qu'on rajoute dans la nourriture, on a soit pas d'induction de la construction, ici à 0 microgramme par ml, soit une induction très forte. Et donc, ça nous permet de comparer les effets de notre traitement. Et on a identifié en fait trois de ces gènes pour lesquels une inactivation de leur expression, enfin une sous-régulation de leur expression durant la vie adulte permet de retarder la mort et de prolonger l'espérance de vie en bonne santé, comme vous voyez ici avec la prolongation du plateau de survie. En retardant notamment la vitesse d'apparition des Smurfs dans la population. Et on l'a vu pour trois des gènes qu'on avait présélectionnés. Et pour chacun de ces gènes, l'augmentation de longévité est associée à une diminution de la vitesse d'apparition des Smurfs au sein de la population. Donc en ciblant des gènes qui sont susceptibles d'expliquer la réponse transcriptionnelle d'individus Smurf, on parvient à améliorer la durée de vie en bonne santé et à augmenter l'espérance de vie de nos individus. Donc tout ça, c'est fait chez la mouche. La mouche, c'est très chouette, mais la question c'était de savoir est-ce que on retrouve ça chez d'autres organismes. Et donc, on a regardé d'abord dans d'autres espèces de drosophiles, qui, bien qu'elles se ressemblent physiquement, sont séparées quand même par quelques dizaines de millions d'années d'évolution. Et donc, on a observé chez ces individus qu'on voit une augmentation, déjà d'une, qu'on voit des individus Smurf, et que leur proportion augmente avec l'âge qui avance. Excusez-moi juste. On a vérifié également chez le nématode Caenorhabditis elegans. On voit bien la possibilité d'identifier des Smurfs, une proportion qui augmente avec le temps et une survenue de la mort naturelle précoce chez les Smurfs comparé aux non-Smurfs. Et même chose chez deux vertébrés, donc le killifish et le zebrafish, chez lesquels donc on peut détecter aussi des individus Smurf. Leur proportion augmente avec le temps et les individus qui sont Smurfs meurent beaucoup plus rapidement que les autres individus. La question évidente qui suivait était de regarder ce qui se passait chez des mammifères, et donc forcément on s'est tourné vers la souris, et ça a été le travail de postdoc de Céline Cancel, qui est maintenant chercheur INRAE, et avec elle, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris une lignée de souris, donc ici c'était des souris à courte durée de vie, la lignée AKRJ, qui ont une espérance de vie d'environ 9 mois, et tout au long de leur vie, les 2 à 3 semaines, de mesurer tout un tas de paramètres physiologiques, donc notamment la périodicité intestinale, bien entendu, mais aussi la masse corporelle, la composition corporelle, leur température, leur glycémie,
la prise alimentaire, l'activité physique, et de le faire donc de manière longitudinale chez tous nos individus. Et ce que l'on a vu initialement, c'est que si l'on regarde tous ces paramètres en fonction de l'âge chronologique des individus, eh bien, on a ce comportement assez décevant. Tous les paramètres sont plutôt bien contrôlés et constants au cours du temps, comme vous le voyez ici avec la glycémie. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder non plus ces paramètres et leur évolution en fonction de l'âge des individus, mais en fonction de leur date de mort. Et cette fois-ci, on a un comportement beaucoup plus intéressant avec un comportement clairement biphasique. Une première phase qui dure l'essentiel de la vie des individus, où tous ces différents paramètres sont bien contrôlés. Et puis, une phase qui précède d'environ 40 jours la mort des individus, où ces paramètres sont dérégulés. Et l'on voit que les seuls individus qui ont une perméabilité accrue de l'intestin se retrouvent dans cette phase de fin de vie. On a automatisé cette analyse donc dans un papier qui va apparaître bientôt dans BMC Biology. Et on voit que l'ensemble de nos paramètres présentent ce changement de comportement environ une trentaine de jours avant la mort des individus, que ce soit la glycémie, la proportion de masse grasse dans le corps des individus, leur température rectale et autres. Donc on arrive bien chez la souris à identifier deux phases, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris toute notre cohorte et on a a posteriori reclassifié tous les individus comme étant en phase 1, donc non Smurf, ou en phase 2. Et ce que l'on voit, c'est que comme nous l'avions déjà décrit avant chez la drosophile, on a bien une augmentation liée à l'âge de la proportion d'individus qui deviennent Smurf. Et une fois devenus Smurf, l'espérance de vie des individus est fortement réduite par rapport au reste de la cohorte et indépendante, ou quasi indépendante, de l'âge chronologique à la transition, avec ici un âge, une espérance de vie en tant que Smurf dans ce fond génétique d'environ 14 jours, contre à peu près 2 jours et demi chez la drosophile. On a regardé aussi si tous nos individus passaient à l'état Smurf. Donc ici, j'ai remis les histoires de vie, en gros, de nos 50 individus, avec en gris la durée de vie passée en tant que non-Smurf, et en bleu la durée de vie, le temps de vie passé en tant que Smurf. Et on voit que on a presque la totalité des individus qui ont été observés comme étant Smurf à un moment ou à un autre. Euh, avec, pour ceux qu'on n'a pas pu observer comme étant Smurf, en fait, une des interprétations qui est que l'espérance de vie en tant que Smurf étant de 3 semaines et nos mesures étant faites toutes les 2 à 3 semaines, on a un certain risque de louper en fait des transitions. Donc ça, il faudra le refaire un jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi essayé de quantifier dans le plasma de ces différentes souris différents marqueurs d'inflammation ou métabolique, et on voit que les Smurfs présentent une forte induction de l'IL-10 ou de l'IL-6, ainsi que de TNF-alpha, et une forte diminution de la sécrétion d'insuline ou de leptine. Donc en regardant ce qui se passe chez les Smurfs, on se met vraiment à voir des paramètres changer de manière assez dramatique. Et c'est encore plus impressionnant si on regarde ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal, où là, je vous ai mis 4 sous-groupes bactériens qu'on a quantifiés, et leur évolution en fonction du temps entre deux catégories d'âge, donc des individus de 6 à 7 mois ou de 9 à 12, donc en fait de part et d'autre de l'espérance de vie de la population. Et si l'on regarde les bifidobactéries à gauche, pardon, on voit que on a une augmentation de ce groupe bactérien chez les individus qui vieillissent. Mais si on regarde ce qui se passe chez les individus Smurf par rapport aux non-Smurf, on voit qu'effectivement on a une augmentation chez les individus non-Smurf, mais on a un effondrement chez les individus Smurf. Si on regarde les bactéroïdes, on voit que on n'a pas de changement en fonction de l'âge chez les non-Smurfs, mais en fait, on a une forte progression de la population chez les individus Smurfs comparé aux non-Smurfs, et qui est accentuée
dans une population, dans des individus plus âgés. De même chez les oscillospiracées. Et enfin, si l'on regarde les lactobacilles, on voit une diminution au cours du vieillissement et en fait une diminution qui est encore plus accentuée chez les individus Smurf comparé aux non-Smurf. Donc en séparant les individus Smurf des individus non Smurf, on arrive à avoir des détails qui sont plus, euh, qui reflètent davantage les changements physiologiques. Et si l'on regarde par exemple ce qui se passe actuellement avec les tentatives de faire des traitements de microbiote ou autres, la question c'est de savoir bah, est-ce que on préfère cibler le microbiote d'individus Smurf ou d'individus non Smurf, quand est-ce qu'il faut intervenir, quand est-ce qu'on ne peut plus intervenir, et surtout quand est-ce qu'on ne devrait plus intervenir. La question qui suit, c'est voilà, on a ces Smurfs qui semblent, enfin ce vieillissement biphasique qui semble être la règle plus que l'exception chez de la drosophile au poisson, en passant par la souris et le nématode. Qu'est-ce qui se passe chez l'être humain? Et donc ici, j'ai représenté l'espérance de vie des Smurfs en axe des abscisses en fonction de l'espérance de vie à la naissance des différents organismes qu'on a regardés jusqu'à maintenant. Et de manière assez intéressante, on a une relation de proportionnalité approximative. Voilà, j'ai pas des tonnes de points, donc et si on extrapole ça aux 80 ans d'espérance de vie de l'être humain, on se retrouve avec une durée de la phase Smurf qui durerait à peu près 7 ans. C'est à la louche. On peut se poser plein de questions. L'essentiel de l'évolution de l'être humain, c'est passé sur une espérance de vie à 30 ans. Donc, est-ce que ce serait pas plutôt 2 à 3 ans passés en tant que Smurf que 7 ans sur 81 ans? Plein de choses à discuter. Mais en tout cas, on peut donc imaginer plusieurs années passées dans cette phase de fin de vie. Et c'est pas absurde si l'on regarde notamment la littérature des dernières années, avec le développement d'un certain nombre de marqueurs permettant de prédire la survie à 5 ans, avec des marqueurs d'assez haut niveau, comme ici bah, les marqueurs que vous devez déjà connaître, tels que la grip strength ou la vitesse de levée de chaise, la vitesse de développement, des trucs un peu plus fancy comme des 4 marqueurs plasmatiques circulants qui ont été identifiés sur une cohorte de 17 000 personnes il y a une dizaine d'années et qui permettent de prédire assez joliment la mortalité à 5 ans. Et enfin, plus classiquement, ces marqueurs d'inflammasome, donc encore une fois, l'inflammation qu'on retrouve et qui globalement, en fait, tous représentent très bien ce qu'on observe, nous, chez les Smurfs, à savoir, pour les premiers, la perte de mobilité spontanée de nos individus. Pour le deuxième, dans les marqueurs circulants, on retrouve notamment du lactate, qu'on retrouve, nous, significativement augmenté chez les individus non Smurfs. Et sur le dernier, eh bien, les marqueurs d'inflammation systémique. Donc, avec le docteur Clément Dubos, qui dirige le service de soins intensifs de Bégin, on a déposé un protocole de recherche clinique qui a été validé, qui a démarré, on a commencé les premières inclusions en janvier de cette année, euh, qui vise donc à rechercher chez les patients de soins intensifs euh, une perméabilité intestinale qui serait différentielle entre des individus ayant des scores IGS-2 différents, avec dans l'idée de suivre leur survie à 3 et 12 mois après inclusion. L'idée étant que pouvoir identifier aussi simplement des personnes à risque permettrait de notamment jeter un œil nouveau sur les risques spécifiques de pathologies qui jusqu'à maintenant sont dites liées à l'âge. Dans le milieu médical, sinon potentiellement de prédire des risques d'échec thérapeutique ou de manière un peu plus terminale, d'aider les soignants et les familles dans les choix entre des approches curatives et palliatives, ce qui bien sûr soulève des questions éthiques qu'on a essayé de traiter il y a quelques années avec Marie Gaille et les collègues philosophes et médecins dans ce papier paru dans BMC Medical Ethics. Et voilà, donc pour conclure, euh,
Si l'on considère le vieillissement comme étant un processus en deux phases distinctes au lieu d'être un processus continu et progressif qui affecte les individus de manière plutôt aléatoire en fonction du temps, on parvient à identifier des changements beaucoup plus fins qui sont spécifiques d'individus physiologiquement à risque de survenue de la mort naturelle. Euh, de toute évidence, c'est quelque chose qui n'est pas juste spécifique à la mouche, mais qu'on retrouve donc, chez les organismes allant de la drosophile à la souris. Donc on parle d'organismes qui sont séparés quand même par 1 milliard d'années d'évolution. Euh, si l'on prend tous les organismes qu'on a regardés jusqu'à maintenant. Et plus récemment, donc cette année là en fait, il y a deux papiers qui sont sortis et qui, je pense, en fait, réidentifient ce qu'on a déjà identifié, mais selon d'autres approches. Un papier chez la Drosophile, là, dans iScience, où ils identifient bien que, en fait, la phase de mort des individus semble suivre un rythme très spécifique et une signature spécifique, donc ce que nous avons identifié. Et puis ce papier-là dans Nature Aging qui a fait un peu de bruit dans la presse généraliste, euh, qui titrait Le vieillissement intervient en deux vagues à 40 et 60 ans. Et en fait, si l'on regarde, nous, nos modèles mathématiques euh, d'évolution de la proportion de Smurf au cours du temps, on voit qu'en fait, pour une population humaine, à partir de 50, 55 ans, on devrait commencer à voir apparaître des Smurfs dans la population. Et à partir de 60 ans, vraiment avoir une proportion non négligeable de ces individus. Et donc, on pense aussi que c'est ce genre de choses qui commencent à être détectées. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie les gens qui euh, payent pour cette recherche, les gens qui ont fait cette recherche, notamment Céline Cancel et Flamini Edzane. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Michael. J'espère que personne n'est devenu bleu pendant ton topo. Euh, et effectivement, donc les questions. Alors, les questions, qui a levé la main? J'ai juste vu un commentaire, une question déjà dans le chat. Je sais pas si vous pouvez prendre la parole. Excusez-moi, j'ai raté votre prénom. Iloa? Oui, bonjour. Alors, je suis étudiante en psychologie. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir des attestations de présence et également si c'était possible d'avoir le accès au diaporama. Voilà. Monsieur Boulanger, je vous laisse répondre. Bonjour, attestation de présence, c'est pas prévu et accès au diaporama, ça dépend de Michael Rea qui en est le propriétaire. Et aujourd'hui, on se pose la question ou non de mettre cet enregistrement en replay ou pas. Donc, voilà. Les attestations de présence, on n'a pas les moyens aujourd'hui de répondre à ce genre de demande. Euh, Paula? D'accord, merci. Paula, vous avez une question? Oui, bonjour. J'ai une question, mais Florent et après, ils ont mis lever la main d'abord, donc je pense que peut-être on peut respecter. Mais tout à fait, c'est Allez-y, moi qui étais allez-y. indélicat, excusez-moi. Non, Bon, bah, du coup, je vais y aller. Merci beaucoup, Mickaël. C'est toujours aussi passionnant que la dernière fois que je vous ai écouté. Je crois que c'était au JASFGG l'année dernière. J'ai une question sur un peu l'interprétation des causes de cette entrée en phase Smurf. Parce que donc, si j'ai bien suivi, en fait, la date d'entrée en phase Smurf est différente entre les individus. Chez l'homme, on pourrait penser que la date d'entrée dans le vieillissement biologique est très dépendante des conditions de vie, de l'environnement et sûrement de la génétique. Mais dans vos modèles, les conditions de vie sont les mêmes pour tous, j'imagine. Et la génétique est aussi, enfin, le fond génétique est extrêmement proche. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui détermine cette date? C'est le hasard? Alors, on, comme dans tout phénomène biologique, on a une grosse interaction environnement et génotype.
Donc on a regardé l'impact des fonds génétiques. Donc ça, c'est ce que je vous montrais dans une des premières slides là, où on voit que en fonction du fond génétique, on a des dates d'entrée dans la phase Smurf qui sont différentes. Ce que j'ai pas montré, c'est que si on a des conditions environnementales différentes, ça module aussi pour un même fond génétique la date d'entrée des individus. Donc on a une régulation génétique clairement, on a une composante environnementale, et ensuite si on prend une population d'individus qui sont génétiquement homogènes et dans un même environnement, on a de la variabilité interindividuelle. Et ça, c'est ce qu'on essaye de comprendre maintenant et pour lequel, globalement, ce qu'on a observé, c'était cette chose ici. Donc, si on prend des individus non Smurf à mesure qu'ils deviennent plus âgés, on a de plus en plus de variabilité d'expression des gènes entre ces individus non Smurf de même âge. Et on pense qu'en fait, dans ce, dans ce critère de variabilité d'expression génique, il y a une notion de bruit et peut-être d'imprécision du programme d'expression qui fait qu'un individu va être de plus en plus à risque de passer à l'état Smurf. Mais ça reste encore une question complètement ouverte, quoi. Donc si on prend des humains, on est tous quand même assez peu consanguins généralement. Donc on va éviter de regarder la notion génétique. Dans un même environnement, ce qui va faire qu'un individu va passer plutôt Smurf qu'un autre, bah, ça va être son micro-environnement. C'est sûr que si on fume et on boit de l'alcool tous les jours en mangeant du McDonald's, on risque de passer Smurf plus rapidement que la version de nous-mêmes qui ferait pas ça, quoi. Merci. Alors, Paula, qui a levé la main en premier, Olivier ou Yaoa? Olivier, je pense. Merci. Oui, Olivier. bonjour. Alors même si vous me voyez rouge à l'écran, je ne suis pas du tout en colère hein, par rapport à la... Donc on parlait de couleur. Non, bah merci à Mickaël de nous avoir présenté ça. Donc je travaille beaucoup sur la sénescence et j'aurais voulu savoir comment vous intégrez la composante ou le critère sénescence qui lui aussi, les cellules sénescentes dans un organisme s'accumulent au cours du temps et comment vous l'intégrez avec vos propres marqueurs et avec le vieillissement physiologique. On n'a pas fait de quantification de marqueurs de sénescence. C'est un projet qu'on qu'on doit regarder avec une collègue à l'Institut Pasteur. Mais si on regarde juste ce qui se passe sur le plan transcriptionnel, on sait que on a des changements significatifs de PCS, P21, spécifiquement chez les Smurfs. Donc la question, si on se dit que vraiment il n'y a que ce changement chez les Smurfs qui est important, ce qu'on peut imaginer, c'est que euh, si on prend, donc je sais pas moi, vous travaillez sur la souris ou des cellules humaines ou sur quel organisme? C'est à la fois la souris, puis sur sur la peau, le vieillissement de la peau, notamment tout ce qui va être fibroblastes primaires, kératino primaires. Donc, si on se dit que chez la souris, les individus deviennent Smurf, tout à coup ont des changements d'expression de leur P16, P21 et survivent entre 3 à 4 semaines avec ces changements-là, est-ce que ces 3 à 4 semaines de vie restantes sont suffisantes pour voir l'installation euh, de cellules sénescentes, l'expression de SASP et autres? Ou est-ce que c'est quelque chose qui arriverait plus tôt? Hmm. Bah, Ça, je ça peux pas arrive en répondre. fait beaucoup plus tôt. Si on prend dirons des souris classiques qui vivent jusqu'à 18-24 mois, en fait, il existe des modèles transgéniques qui permettent de suivre des cellules qui vont dire être P16 positives, mais qui surexpriment P16 dès l'âge de 7-9 mois. Et on peut bien commencer à déterminer, même s'il y a beaucoup de variabilité entre les souris, entre les individus, on commence à bien voir qu'il y a une augmentation de tout ce qui va être ce type de cellules surexprimant P16 qu'on va considérer, peut-être à tort, hein, mais en tout cas où on est en sur ou en sous-estimation, comme étant déjà de la sénescence.
Bah, ce qu'il faudrait voir, c'est par exemple si les individus qui expriment P16 dès 7 mois sont les premiers à devenir Smurf, par exemple. Ouais. Hmm. Et là, ça permettrait d'essayer d'établir un lien de causalité, quoi. Ok. Merci. Mais on l'a pas encore fait. Merci beaucoup. Il reste trois questions, trois mains levées, et il nous reste 7 petites minutes. Donc, questions courtes, réponses courtes. Voilà, on va tous essayer de partir faire autre chose ensuite, mais c'est passionnant. Donc, à vous la parole. D'accord, bon, je peux? Merci beaucoup, Michael. Je trouve extraordinaire un travail que va de la mouche à l'homme et félicitations pour ça. J'ai deux curiosités plutôt que de questions parce qu'il me semble que le Smurf à l'âge, à middle age, il y a l'output inflammatoire et aussi de comportement que me semble en quelque part que c'est où ils sont pires, c'est-à-dire l'inflammation, elle est plus importante un middle qu'après, et le comportement, il semble aussi être pire qu'après. Peut-être c'est juste les exemples, peut-être je me trompe. Donc j'étais en train de penser, est-ce qu'il y a en fait un moment quand il commence à devenir Smurf, qu'il y a quelque chose qu'après le système peut essayer de compenser? Ça, c'est une question. Et autre chose, c'est il n'y a pas tout ce que passe à Smurf, donc et les autres sont le resilient, ils meurent quand même. Comment on peut faire cette translation dans les études de l'homme si on considère qu'on est en train d'étudier tout le fin de vie? Est-ce que nous avons ça impacte 60% de la population, par exemple? Alors pour la première question, je pense qu'il faut pas trop essayer de lire dans ces différences midlife. Ok, Euh, Après, ce qu'on peut imaginer, c'est que on voit quand même des différences entre Smurfs âgés et jeunes, et notamment beaucoup de choses qui touchent la machinerie d'expression génique. Donc on peut imaginer que la réponse Smurf d'individus âgés peut être plus faible que des individus qui sont un peu plus jeunes. Voilà, ça pourrait être une chose. Et la deuxième, pour la proportion d'individus Smurf, en fait, chez la drosophile, on a vraiment tous les individus qui deviennent Smurf. Et chez la souris, on a l'essentiel des individus qui rentrent dans cette phase-là, mais on détecte pas la perméabilité intestinale accrue chez tous les individus. Et je pense qu'on a un mélange euh, de problèmes, mais majoritairement d'ordre technique. Chez la drosophile, c'est simple de regarder, de voir un individu devenir tout bleu. Chez la souris, on leur donne un colorant fluorescent qu'on détecte dans des extraits plasmatiques. On n'a pas de mesure continue, on a des prélèvements à 2, 3 et 5 heures post-gavage et on mesure la périodicité intestinale que toutes les 2 à 3 semaines. Donc on a un peu toutes les chances de louper une mesure. Donc il ne faut pas regarder l'état Smurf comme étant nécessairement cette perméabilité intestinale accrue, mais plutôt comme un état physiologique qu'on arrive à détecter avec cette perméabilité accrue et ok. peut-être un jour de manière plus euh, je trouve plus mon mot. Euh, aussi comme chez le mouche, c'est-à-dire Voilà, de plus manière clair. plus continue et plus, ouais, plus efficace. D'accord, merci beaucoup. Merci. Yaoua? Merci de me laisser la parole. Je vais aller vite. Merci pour cette présentation. J'apprends de nouveaux mots, moi. Smurfness, c'est génial comme mot. J'adore ce mot. Je me suis demandé, alors parce que j'ai travaillé un peu avec les souris, en voyant votre graphe, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que vos souris sont mortes. Alors, je vais trouver correctement. Il y a un pourcentage de décès plus important, j'ai l'impression, parce que, enfin, j'ai l'impression qu'elles sont mortes plus tôt que les miennes. Et les miennes étaient transgéniques Alzheimer, alors elles sont mortes quand même. Je me demandais, Celles-ci est-ce que sont c'est des. parce que c'est la façon que vous, comme vous injectez le produit fluorescent, est-ce que ça induit un stress et qui fait qu'ils meurent plus? Enfin, Non, 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 non. C'est le fond génétique qui vit très D'accord, peu de temps. Donc ça, c'est d'accord. une lignée AKRJ qui a une intégration de virus dans son génome.
et elle génère des cancers très très tôt. Mais dans le papier, on a validé aussi D'accord. chez des souris C57 Black 6 qui ont une espérance de vie de 24 mois, quoi. Oui, d'accord. Et est-ce que vous avez regardé si c'était un peu différent en fonction du sexe? Est-ce que les femelles étaient plus sensibles? Oui. On a des différences entre mâles et femelles. Après, chez la souris, c'était un peu compliqué à faire parce on a que 50 individus de chaque sexe. Mais on a identifié du dimorphisme sexuel chez tous les organismes chez qui on a regardé. Donc chez la drosophile, on détecte beaucoup plus facilement les smurfs chez les femelles que chez les mâles. Chez le zébrafiche, c'était l'inverse. Chez la souris, ça a l'air d'aller comme la drosophile, mais je pourrais pas le dire de manière certaine. Hmm. Ok, merci. Dernière question, Simon, et puis après, Eric conclura. Ok, je vais faire super vite. Ben, c'est fascinant ces histoires de Schtroumpf. Moi, j'ai eu l'impression, quand je regarde les datas, on a une date de passage. Enfin, il y a des animaux qui passent à l'état Smurf plus ou moins tôt. Et il y en a aussi, même si on a un temps moyen de survie en Smurf, il y a quand même une belle variation, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'un animal passe Smurf tard et survive Smurf longtemps? Ou inversement, passe Smurf tôt et survivent peu en Smurf. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait identifier en fait des profils d'animaux qui vont mourir très vite ou survivre très longtemps. Est-ce que vous avez ça dans vos données? Alors, effectivement, il y a une grosse queue de distribution sur le temps de vie, le temps de survie en tant que Smurf. Globalement, la survie en tant que Smurf suit une exponentielle négative du temps, mais on a une longue queue de distribution. Les individus qui sont dans cette queue de distribution ont tendance mécaniquement à être les individus qui sont devenus Smurf plus jeunes, puisque, bien entendu, si on passe Smurf à 50 jours, alors que la vie max, elle est à 55 jours, on ne pourra pas rester Smurf 20 jours. D'accord? Donc il y a une légère tendance. Après, l'impact est vraiment très très faible. Là, j'ai une étudiante en mathématiques qui bosse sur justement essayer de remodéliser ça. Elle voit effectivement un léger effet de l'âge au passage Smurf, mais qui est vraiment négligeable. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Eh ben, il est 14 heures pétantes. Bravo à tout le monde. Merci à Michael pour ta présentation bien claire et passionnante, hein, qui ouvre plein d'avenir, de questions. J'en avais plein aussi des questions, mais bon, on les gardera Pour pour une de prochaine fois. l'aparté, pour une prochaine fois, pour du off. On a été plus de 40 à un moment pour ce premier webinaire, donc c'est super. Le prochain, je l'ai mis dans le chat, c'est le 13-11 à 13 heures. Le lien vous sera envoyé par différentes voies, mais également par LinkedIn. Et puis, on devait faire une réunion de notre groupe de travail aujourd'hui. Je suis désolé, je ne suis pas disponible parce qu'il y a un médecin qui est en arrêt maladie et je dois prendre au pied levé ces bilans bien vieillir, avec plaisir, certes, mais ça bouscule mon agenda. Donc, on fera notre réunion du groupe de travail le 13-11 après le webinaire. Je vous souhaite le meilleur pour cette suite de journée et merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Diffusez largement la mise en œuvre de ces webinaires et puis on revient vers vous si les replays seront disponibles. Merci beaucoup, merci Jean-Marc et surtout merci Michael. Bye bye. Merci beaucoup, Michael. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.